Capitalisme et progrès social. Bonjour Anton Brender. Bonjour. Vous êtes économiste chez les gérants d'actifs Candriam. Alors vous signez cette synthèse qui est absolument décoiffante parce qu'elle fait quand même une analyse du capitalisme depuis sa naissance et du progrès social. Et vous dites que ce n'est pas la peine de remercier le capitalisme. En fait, ce n'est pas lui qui nous a amené la prospérité. On lui a imposé, mais sans le casser. Et finalement, on ne lui doit pas la prospérité, on doit de lui avoir imposé la prospérité. Mais il s'est passé quelque chose dans les années 80, c'est qu'on ne lui impose plus grand-chose. Et à l'heure où il faudrait lui imposer des contraintes environnementales, on voit qu'on lui a déconstruit plein d'autres contraintes, notamment sociales. Alors vous interrogez sur ce virage qui a été pris. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Effectivement, ce que j'essaie de faire, c'est d'expliquer pourquoi ce qui a été un extraordinaire moteur du progrès social depuis maintenant une quarantaine d'années a cessé de jouer ce rôle. Et je crois que c'est important de bien comprendre ce qui s'est passé dans un premier temps. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire du capitalisme un moteur du progrès social. Il faut bien voir que le capitalisme n'était pas destiné à être un moteur du progrès social. Ça ne s'est pas fait tout seul. D'abord, ça a été très long à se faire. Le progrès social dont on parle, c'est-à-dire la progression du niveau de vie et du confort de vie de la quasi-totalité de la population, c'est quelque chose finalement d'assez récent. Ça remonte à la période de l'après-guerre. C'est à ce moment-là que ça s'est vraiment passé et qu'on a vu se développer une consommation de masse. Mais pour arriver là, eh bien, nos sociétés ont peu à peu réussi à contraindre le capitalisme, à exercer une pression sur lui. Et c'est pour ça qu'on a réussi à faire progresser les niveaux de vie dans nos sociétés. C'est ça que j'appelle, pour simplifier, le progrès social. C'est le progrès des niveaux de vie et des conditions de vie de la totalité de la population. Alors, il y a à la fois des forces sociales et des institutions qui contraignent le capitalisme à donner un prix plus élevé à la vie, c'est-à-dire à inclure une protection sociale et un niveau de vie décent. Absolument, absolument. Non seulement c'est le confort matériel qui a progressé clairement dans la période de l'après-guerre, grâce au capitalisme, ou plutôt en s'appuyant sur le capitalisme, mais c'est aussi ce que j'ai appelé, pour simplifier, l'accumulation d'un capital social, c'est-à-dire de tout ce qui fait que dans les quelques sociétés développées, parce qu'on est loin de vivre dans un monde où toutes les sociétés sont aussi développées que les nôtres, eh bien dans ces sociétés-là, il y a un capital social, c'est-à-dire qu'il y a des infrastructures qui donnent un prix à la vie de la quasi-totalité de la population. Aujourd'hui, si vous vous cassez la figure dans la rue et que vous êtes en souffrance, eh bien, on peut dépenser des sommes énormes pour essayer de vous aider, pour vous sauver, alors même que vous êtes peut-être, et souvent, vous pouvez être pauvre, c'est plus le problème. La vie de chacun des individus qui composent nos sociétés, aujourd'hui, est censée avoir le même prix. Ça veut dire que normalement, et c'est une des choses justement qui fonctionne un peu moins normalement maintenant, la qualité de l'éducation qu'on reçoit, la qualité des services de santé auxquels on a droit, la police, la sécurité, tout ça, normalement, c'est dans ces quelques sociétés où ça devrait être égal à peu près pour tout le monde. Mais pour arriver à ça, à cette accumulation de capital social, à ce confort de vie, eh bien on a contraint le capitalisme à prendre en compte une hausse continue, non seulement du prix des vies humaines, mais des salaires, parce que c'est passé par là. On a fait monter la rémunération du travail, on a réduit sa durée. Le capitalisme ne l'a jamais fait spontanément, il l'a fait parce qu'on l'y a contraint. Mais paradoxalement, il y a toujours trouvé son intérêt. C'est parce que les salaires sont montés que d'un seul coup, on a vu se créer un vaste débouché, la consommation des ménages. Et c'est toutes ces choses-là qui font que petit à petit, il y a une machine à produire du progrès social qui, sous la contrainte de nos sociétés, a produit, effectivement, nous a aidés à produire du progrès social. Mais sans l'intervention des États, des partis, des syndicats, ça ne se serait pas fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Parce que vous sentez, dans ma façon de décrire... Non mais vous vous rappelez, c'est bien la plasticité du capitalisme qui s'est adapté, qui a trouvé son intérêt dans la nouvelle donne. Il arrive à s'adapter, il résiste à des choses qui finalement s'avèrent souvent bénéfiques pour lui, conformes à ses intérêts et bénéfiques pour lui. On n'aurait jamais vu cette prospérité du capitalisme sans cette prospérité de nos sociétés, ce progrès de la consommation. Alors qu'est-ce qui a fait que dans les années 80, alors qu'on avait interdit le travail des enfants, on le retrouve en bout de chaîne, des chaînes de valeur du nouveau capitalisme? Alors plusieurs choses se passent, effectivement. Ce qui se passe d'abord, c'est que petit à petit, constatant cette prospérité et constatant le rôle du capitalisme dans cette prospérité, ce qui est devenu la pensée dominante, ça a été une pensée qui consistait à dire, mais finalement, c'est au capitalisme qu'on doit cette prospérité. On laissait faire. Laissons-le faire. Et on a commencé par
libéraliser beaucoup de choses, et en particulier les mouvements de capitaux. Il faut rappeler que jusqu'en 1970, à peu près, les mouvements de capitaux n'étaient pas libéralisés. On vivait dans un monde de l'après-guerre dans lequel les capitaux ne pouvaient pas circuler. Du jour où les capitaux ont commencé à circuler, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont déplacés pour aller là où les conditions de production leur étaient les plus favorables. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ce faisant? Eh bien, tout simplement, ils ont mis les sociétés en concurrence. Et quand vous mettez les sociétés en concurrence, la question est comment elles répondent à cette concurrence. Alors, ce qu'on a un peu oublié à ce moment-là, parce que tout le monde s'est facilité de dire mais finalement la concurrence est une très bonne chose, et que les sociétés soient mises en concurrence, ben, c'est très bien. On a juste oublié que ce qui fait que la concurrence est peut-être effectivement une bonne chose, c'est pas la concurrence elle-même, c'est l'effort qu'on fait pour s'y adapter. Mais si on se contente de laisser jouer la concurrence et qu'on fait aucun effort pour adapter les sociétés qui sont mises en concurrence, eh bien à ce moment-là, on va voir le moins-disant être le gagnant de cette concurrence. On va avoir un alignement vers le bas, une pression en tout cas, s'aligner vers le bas, devenir la règle. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans un certain nombre de sociétés. C'était prévisible. Et néanmoins, vous dites, on l'a laissé faire. Vous parlez souvent de légèreté. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette légèreté en fait, je crois dans les sociétés occidentales, démocratiques, arriver à un niveau de développement important? D'abord, il y a eu un manque de lucidité, je crois qu'il faut le dire. On n'a pas réalisé à quel point cette mise en concurrence allait avoir des effets corrosifs avec une excuse. On a une excuse qui est finalement pas si excusable que ça, mais on a sous-estimé le fait qu'on allait voir entrer dans la concurrence des pays qu'on n'attendait pas. Parce qu'au début, les délocalisations, c'était quoi? C'est on délocalise une production de la France vers l'Espagne ou vers le Portugal, au pire vers le Maroc. Mais, ou vers le Mexique, dans le cas des États-Unis. Avec l'espoir qu'effectivement, et d'ailleurs ça s'est passé, que ces sociétés allaient converger. Ce qu'on a totalement sous-estimé, c'est qu'il y a des gens qu'on n'attendait pas, des pays qu'on n'attendait pas, qui sont entrés dans la concurrence. Et ceux-là avaient des niveaux de salaire et de développement qui n'avaient rien à voir avec les nôtres. Et une taille de main-d'œuvre. Et une taille, lorsque la Chine est entrée dans cette concurrence, on y reviendra. Énorme. Énorme. Et ça, on ne l'avait pas du tout anticipé. Du coup, le fait de ne pas faire d'efforts pour s'adapter s'est révélé encore plus corrosif, parce qu'on était soudain mis en concurrence avec des pays dont les niveaux de salaire étaient au plancher, dans lesquels les conditions de travail, vous parliez du travail des enfants, etc., étaient extrêmes. Des prisonniers, etc., en Chine, etc. On n'a pas besoin d'en remettre. Ce qu'il faut quand même ajouter, c'est que c'était la seule possibilité pour ces pays d'entrer dans un monde où on n'avait pas besoin d'eux. On n'avait pas besoin de la Chine. Dans le monde occidental, on a besoin de matières premières. Mais on n'a pas... On se satisfaisait très bien de la situation ex ante. Absolument, on pouvait parler... Et pourtant, on ne l'a pas vu. On a dit on va s'adapter par la montée en gamme, ce qui est d'ailleurs un peu méprisant, puisqu'en fait, on le voit, la Chine est tout à fait capable de remonter la chaîne de valeur aujourd'hui. On va peut-être y revenir tout à l'heure, mais effectivement, on a dit on va s'adapter, sauf qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires. Les efforts nécessaires, c'était quoi? C'était d'abord investir plus dans nos infrastructures, parce que qu'est-ce qui fait l'attractivité, puisque c'est le mot qui est devenu petit à petit à la mode quand on a compris ce qui se passait, qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un pays? C'est la qualité de ses infrastructures matérielles, mais aussi de ses infrastructures sociales. C'est le fait que l'appareil judiciaire, qui est destiné à permettre de faire respecter les contrats, fonctionne. Que le système éducatif est capable de produire la main-d'œuvre relativement qualifiée dont on a de plus en plus besoin. C'est tout ça qui fait qu'on aurait pu répondre par plus d'efforts d'investissement dans ce capital social, plus d'efforts d'éducation, toutes ces choses-là nous auraient peut-être permis de résister mieux à la concurrence. Absolument. On a oublié une deuxième chose, c'est que si on intensifie les échanges internationaux, eh bien, il ne faut pas oublier à ce moment-là que l'échange international, c'est quelque chose qui fait gagner les pays, on économise du travail quand on fait des échanges internationaux, mais le pays globalement y gagne, c'est la théorie qui nous le dit, mais certains y perdent. Et donc si on ne met pas en place des appareils de redistribution qui eux aussi doivent être plus puissants, et bien à ce moment-là, les perdants de l'échange international, petit à petit, deviennent amers, pour dire le moins. Ce qui se produit. C'est ce qui se produit, et c'est ce qui s'est produit dans tous les pays. C'est un des facteurs qui génère du populisme. Donc toutes ces choses-là, qui pouvaient être vues, qui ont été dites parfois par beaucoup de gens, bien, n'ont pas eu prise sur les politiques qui ont été menées. Il y a un autre domaine dans lequel c'est encore plus criant. Si vous laissez les capitaux se déplacer, parce que vous libéralisez les mouvements de capitaux,
non seulement les entreprises vont pouvoir localiser leur production, mais elles vont pouvoir localiser leurs profits, là où c'est le plus avantageux. Le résultat, c'est qu'il y a une pression continue qui s'est exercée sur la capacité des sociétés avancées à lever l'impôt sur les profits des sociétés. Il aura fallu plus de 20 ans pour qu'on commence à l'OCDE à réfléchir à ces phénomènes, on appelle ça pudiquement l'érosion de la base fiscale. Mais c'est quelque chose qui était criant depuis des années. Donc tout ça, ça montre la passivité, et je dirais même, vous le rappeliez, la légèreté parce que... avec laquelle on a abordé cette intensification des mouvements de capitaux et des échanges internationaux. Vous dites même qu'on a été aveugle, vous utilisez ce mot. Finalement, même au sein de l'Union européenne, on a commencé par libéraliser le mouvement de capitaux avant même d'harmoniser la fiscalité. Donc ce qu'on demande au niveau international, on n'est même pas capable de le faire chez nous. Et d'ailleurs, à l'intérieur de l'Europe, il y a une concurrence fiscale qui est intense et qui conduit effectivement ça tire vers le bas les taux d'impôt dans un certain nombre de pays. Tout à fait. Alors pour finir cette première interview, puisqu'on reviendra sur certains chapitres qui sont particulièrement, sur lesquels je voudrais particulièrement mettre un focus, ils sont tous très intéressants, finalement vous n'avez pas l'air si optimiste que ça. Est-ce qu'on va à nouveau réussir à contraindre le capitalisme pour revenir vers un progrès social et aussi écologique en même temps? Ça fait beaucoup de défis en même temps. Il y a beaucoup de défis et on a laissé pas mal de temps le capitalisme à lui-même. Donc reprendre la barre, ça va être beaucoup plus difficile que si on ne l'avait pas lâché. Je suis d'un naturel optimiste. Donc je pense que c'est possible, mais ça passe par une mobilisation sociale. Ça passe par une redynamisation d'un certain nombre de partis qui pensent qu'effectivement, ou qui poussent l'idée qu'il faut effectivement contraindre plus le capitalisme. Mais il faut le contraindre, il faut exercer sur lui une pression. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut surtout pas le supprimer, essayer de le mettre à bas, parce que ça n'est sûrement pas comme ça qu'on arrivera à plus de progrès social. Il ne faut pas le laisser faire, mais il ne faut pas non plus rester passif face à lui comme on l'a été. On voit, vous le dites finalement, pour vous, l'anticapitalisme est une voie sans issue. Par contre, le renouvellement, la nouvelle force, une nouvelle vigueur de la social-démocratie, mais qui est un défi, syndicalement je pense qu'il faut essayer d'arriver à remobiliser les gens autour de l'idée d'une social-démocratie beaucoup plus lucide et beaucoup plus puissante. Mais effectivement, c'est un long chemin qu'il faudra essayer de parcourir. Merci beaucoup Anton Brander. On reviendra sur certains aspects dans d'autres interviews.